synthétique. Donc déjà, qui je suis? Parce que je suis Christophe Mec, ça c'est une chose. J'habite dans la Cirque-Ocette, dans le sud toulousain. J'habite dans une bourgade qui s'appelle Venerque, qui est située à une dizaine de kilomètres, et j'habite à Venerque depuis 20 ans. Mais auparavant, j'ai une culture, j'ai une histoire. J'habitais dans un petit département rural de la France que personne ne connaît. Chaque fois que je dis que j'habite là, maintenant on ne connaît pas. C'est le département qui s'appelle la Meuse. La Meuse, c'est dans l'est de la France, dont la capitale est... Thionville. Pas du tout, Bar-le-Duc, 1 minute d'arrêt. Quand tu prends le train Paris-Strasbourg, tu as 1 minute d'arrêt pour descendre à Bar-le-Duc. Et la spécialité de Bar-le-Duc, j'aime bien la dire ça. Vous savez ce que c'est la spécialité de Bar-le-Duc? C'est la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. C'est énorme, c'est magnifique. Ça coûte... Bon, tout ça pour vous dire que je viens de ce pays rural. Et quand on parle de ruralité, quand on parle de l'abandon des services publics, quand on parle d'un vote d'extrême droite, un vote de défiance, moi, dans ma commune où je suis originaire, Marine Le Pen, elle fait 60% au deuxième tour en 2022, mais elle le faisait aussi en 2017, elle le faisait avant. Pourquoi ? Parce que quand j'étais gamin, dans mon petit village de 400 habitants, il y avait 10 commerces. Il y avait des services publics. Il y avait la poste, il y avait un port, il y avait une école. C'est important d'avoir une école. Il y a des rires, il y a des gens qui se rencontrent. Et il y avait des bistrots. Depuis, il n'y a absolument plus rien. Si, il reste une station-service avec un dépôt de pain. Et donc forcément, quand on parle d'abandon, il est réel. Je veux dire, quand vous avez besoin de prendre votre voiture pour aller voir votre médecin et que vous faites 3 quarts d'heure, quand vous êtes obligé de prendre votre voiture pour aller tout simplement au cinéma, vous allez à la ville la plus proche, 40 km. Donc il y a un abandon culturel, un abandon au niveau économique. Et ici, dans cette Cirque-Ocette, on n'en est pas encore là. Parce que la Cirque-Ocette, elle est particulière. La Cirque-Ocette, que je vais incarner à l'Assemblée nationale, que je vais porter la voix, comme j'ai porté la voix des gens qui habitent en Meuse, mais partout où les territoires ont été abandonnés, ça a toujours été mon combat, et que je suis un militant de terrain, et mon objectif, ça a toujours été de faire la passerelle entre la rue et les urnes. C'est-à-dire aux gens qui manifestent sur des causes, sur tous les combats, la défense du service public, les gilets jaunes, les nuits debout, je dis c'est bien, il faut manifester, mais arrive un moment, il faut qu'il y ait une traduction politique. Il faut que les gens aillent voter. Il faut prendre le pouvoir. Et là, dans quelques jours, 10 jours, il faut arracher le plancher. Il faut envoyer une majorité de députés de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Nous avons une chance historique. Ce qui s'est passé après l'élection présidentielle, on en avait marre d'avoir au deuxième tour un candidat de droite face à un candidat d'extrême droite. Comme je disais, l'extrême droite ne sert à rien. L'extrême droite, c'est le bouclier du libéralisme, c'est le bouclier de Macron pour qu'ils continuent leur politique. On a vu ce qui s'est passé, Macron était réélu. Mais on n'est plus dans la configuration de 2017. Nous sommes face à un président qui a un bilan. Et donc, du coup, les forces de gauche ont eu l'intelligence de se regrouper, de se découvrir et de discuter. Et ils s'aperçoivent de quoi? Que 85% des propositions sur lesquelles on était sur le marché au présidentiel, sur lesquelles des fois on se bousculait en disant oui, non, non, enfin on a vu ce que ça donnait, on se chipougnait comme je veux dire, on se chipougnait, mais on portait pratiquement le même programme. Et là le programme qui est sorti sur cette discussion, à 95%, on est d'accord pour porter ce programme. Et cette union, c'est une union programmatique. Le but, c'est d'avoir la majorité, d'avoir comme Premier ministre Jean-Luc Mélenchon, pour que dès le 1er juillet, parce qu'il y a une urgence sociale, et pour que la gauche soit vraiment de gauche, et non pas ce qui s'est passé dans les années précédentes, il faut répondre tout de suite à l'urgence, c'est-à-dire les mesures qui peuvent être prises par décret. L'augmentation du SMIC à 1 500 € net, l'augmentation générale des salaires, le blocage des prix des produits de première nécessité, l'essence et l'énergie, revalorisation des retraites. Et si on ne fait pas ça rapidement, tout le reste passera au-dessus. Ça sera trop tard. On aura beau parler aux gens de bifurcation écologique, de 6e République. Si vous ne répondez pas à l'urgence, les gens sont noyés. Il faut agir vite. Et seulement après, si nous répondons, on pourra attirer les gens à faire de la bifurcation écologique, à mettre en place la 6e République. Donc, c'est là l'enjeu des 10 jours. On a vu la réponse de Macron, il nous avait dit, je lui dis juste dire un petit mot parce que ça m'embête de parler, franchement, utiliser du temps de parole pour parler d'En Marche. Mais bon, ils ont nommé quelqu'un, ils ont nommé une femme, on peut déjà saluer. C'est la 2e femme qui est première ministre dans toute l'histoire de la 5e République. Donc, le geste est à saluer.
Mais la personne qui est nommée, Madame Borne, il faut se souvenir de qui est Madame Borne. C'était une gestionnaire, c'est pas une politique, hein. C'est une gestionnaire qui va faire le boulot que lui demande Emmanuel Macron. Elle va appuyer sur le bouton. Comme elle a appuyé sur le bouton quand elle a cassé le statut de la SNCF. Elle va appuyer sur le bouton quand elle a cassé le statut de la RATP. Et elle va appuyer sur le bouton quand elle a détruit la réforme de l'allocation chômage. À cause d'elle, en France, 850 000 personnes ont vu leur allocation chômage de baisser de 23%. Moi, j'ai rencontré une personne, elle se posait la question, est-ce que j'abandonne mon abonnement Internet ou je continue à acheter du beurre? Les gens sont là. Et si la personne dit, ton réseau Internet, oui, mais le réseau Internet, c'est le lien. Si on n'a plus de réseau Internet, on en parlait tout à l'heure, la dématérialisation, vous êtes perdus parce qu'il n'y a plus de service public. Il n'y a plus de guichet, il n'y a plus d'humain. Et je veux dire, le progrès qui nous vante, la dématérialisation, ça ne passe pas par du câble informatique, ça passe par de la présence humaine, formée, rémunérée. Il faut remettre du personnel dans les gares, il faut remettre des personnes formées. Et quand je dis formées, ce sont les titulaires de la fonction publique. Et le service public, je peux vous en parler, j'ai travaillé 16 ans dans une administration connue de tous, populaire, et tout le monde la connaît, celle-là, parce que tout le monde a au moins un calendrier ou a écrit un bonjour, une lettre au Père Noël. Ça s'appelle les PTT. Et j'ai vécu de l'intérieur comment on détruisait une administration d'État en société anonyme. Jusqu'où ils sont allés dans la casse d'un service public, jusqu'au suicide des personnes qui travaillaient à l'intérieur. Et maintenant, si vous voulez avoir du service qui était fait gratuitement, si vous voulez avoir du lien, que quelqu'un vienne chez vous, un facteur qui remplisse votre feuille d'impôt, qui vous rende des menus services, qui se faisaient tout naturellement, eh bien vous payez. Vous payez. Voilà ce qui est devenu le service public. Et au sujet de la revendication que je porte, c'est vers la réduction du temps de travail. La retraite à 60 ans, on sait très bien qu'elle est finançable, mais je ne vais même pas aller là-dessus. Je vais même pas aller là-dessus, je vais leur laisser leur débat, c'est pas finançable, ça va creuser le déficit. Mais la réduction du temps de travail, ça permet à des gens qui sont partis en retraite à 55 ou à 60 ans, et tant mieux pour eux, à s'investir dans la citoyenneté. Un maire sur 2 en France est un retraité. Un président d'association en France sur 2 est un retraité. Et si ces personnes-là n'étaient pas parties en retraite à 55 ou 60 ans, qui aujourd'hui tiendrait la vie culturelle, associative et démocratique dans nos communes? Impossible. C'est pas à 65 ans ou à 67 ans que vous allez de nouveau vous investir. Il y en a qui vont le faire, mais honnêtement, vous êtes bien usés. Les années qui sont après 60 ans, elles comptent double. Un ouvrier sur 2 n'est plus en capacité de travailler à l'âge de 60 ans. Il est soit en arrêt de travail, soit en maladie, et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont morts. Donc déjà, rien que pour ça, la retraite à 60 ans, nous détruisons tout le lien. Et les gens ont surtout envie et besoin de liens dans nos communes. Et le temps de travail aussi, ça permet de réduire l'activité au travail, parce que les anciens se sont battus pour la journée des 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs et de culture. Mais par contre, quand vous prenez votre voiture, que vous habitez au sud de la Circo, et que vous allez travailler soit à Venerque, parce que j'habite à Venerque, mais aujourd'hui je viendrai habiter à Venerque, je ne pourrais pas acheter une maison. Parce qu'il y a une pression immobilière et il y a une démographie qui est galopante. Donc les gens habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail. Donc quand vous perdez 3 heures dans votre transport, c'est du temps culturel que vous avez en moins. C'est de la fatigue supplémentaire. Et quand vous les sollicitez pour participer à une association, ou vous engager politiquement, ou faire tout autre, les gens sont fatigués, n'ont pas le temps. Donc il faut revenir à la retraite à 60 ans, à la 6e semaine de congé payé, et aller vers les 32 heures, parce que c'est le sens de l'histoire, c'est le sens que nos anciens nous ont donné en 36, en 44, en 80, et nous devons continuer le chemin qui est tracé. Nous devons nous opposer aux politiques d'Emmanuel Macron. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Sur le financement, ils nous font toujours un débat sur le financement. C'est pas finançable, c'est pas finançable. Bon, c'est pas compliqué. Il y a 5 milliardaires en France. 5. Les 5 plus importants. Pendant le mandat d'Emmanuel Macron, leurs richesses ont triplé. Et nous, quand on demande 5%, c'est pas possible. Ou 10% pour le point d'indice des fonctionnaires, qui n'a pas été réévalué pratiquement depuis 2000. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 20%. Et quand on dit 20%, c'est 2 mois et demi de salaire. Donc ces 5 personnes-là, 5, ont autant de patrimoine, sont aussi riches que 27 millions de Français
et de françaises. Donc on arrête de nous faire le débat sur le financement. Le financement, il y en a. On rétablit l'ISF. On met l'impôt sur le revenu avec 14 tranches. Enfin, je vais pas faire tout le débat sur le financement. Mais franchement, il y a vraiment la possibilité de mieux redistribuer les gains de productivité, parce que c'est nous qui produisons de cette richesse. Et puis je voudrais finir sur notre devise républicaine de 1789, que nos anciens, les révolutionnaires de 1789, et sur le fronton des mairies, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Ah, ils nous ont légué un sacré héritage, quand même. Parce que c'est une aspiration. C'est mis en hauteur, hein. C'est pas mis au sol, parce qu'on doit tendre vers ça. C'est très difficile, la liberté et l'égalité. Si vous poussez un curseur trop loin sur la liberté, vous perdez de l'égalité. Et si vous allez trop loin dans l'égalité, vous perdez de la liberté. Donc c'est un savant dosage. Mais moi j'ai l'impression que depuis 40 ans, le curseur de la liberté d'entreprendre, on régule plus rien. Et ben, il faut le revenir un petit peu plus bas et monter le curseur de l'égalité. Et si on arrive, nous, en tant que citoyens, en tant que députés, à réguler la liberté et l'égalité, eh ben, on aura la fraternité. Et si on a la fraternité, on fait reculer le vote d'extrême droite partout en France. Bravo. Et je voudrais finir par une citation, parce que je finis jamais, mais je vais quand même finir, avec une citation du grand Victor Hugo, qui est toujours d'actualité, parce qu'actuellement, il distribue des bons de réduction ou des chèques. Alors, vous avez besoin d'argent, on va vous faire un chèque. Eh bien, Victor Hugo, il écrivait « Vous voulez les misérables secourus ? Moi, je veux la misère supprimée. » Merci.